Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. 90 minutes à parler sport avec vous, c'est maintenant. Mais avant, on regarde, s'il vous plaît, le sommaire. On y va. La Grande Team propose ce soir les brèves sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Marseille, nouveau défi pour Habib Beye, ça fait le buzz. Football ivoirien, manque d'affluence dans les stades, quelle stratégie? On en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Alors, top départ avec cette question LGT, amoureux du sport. Football ivoirien, manque d'affluence dans les stades, quelle stratégie? Football ivoirien, manque d'affluence dans les stades. Quelle stratégie? Vous avez bien sûr votre mot à dire. Alors n'oubliez pas, vous avez la page Facebook de la 3, vous avez le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Je reprends pour vous, 27 21 59 93 99. N'hésitez pas, on ouvrira le téléphone dans quelques petites minutes et vous pourrez bien sûr participer à l'émission, à votre émission sportive La Grande Team, qui a lieu chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, bien sûr en direct sur la 3. Et je ne suis pas seule pour cette émission. Ce soir, je serai donc accompagnée de coach Angenor. Il est là. Bonsoir coach, comment vous allez? Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super, tout va bien. D'accord, ravi. José Diati est là ce soir. Bonsoir, José. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Moi, je vais très bien. Ravi, alors. Jean-Philippe est là. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. Ravi aussi. Henri Joël est là. Bonsoir, Henri Joël. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien. Ravi. Bon, tout le monde va bien, dans le meilleur des mondes. Et c'est bien. Et bien sûr, on va démarrer avec LGT News, qui est la première rubrique de cette émission. On y va. LGT News. Mais Débutons les news de ce jeudi avec les activités de l'OASU. Les universités et les grandes écoles entrent dans la danse. L'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory a servi de cadre ce mercredi 18 février au lancement officiel des compétitions du supérieur de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU. Il faut signifier que les compétitions sont organisées autour de deux zones stratégiques. La zone d'Abidjan qui comprend 4 ligues universitaires, y compris celle de Bondoukou et de San Pedro, et la zone de l'intérieur avec les universités de Yamoussoukro, Korogo, Daloa et Mans. Contrairement à la saison dernière où l'on dénombrait 31 universités et grandes écoles, ce sont aujourd'hui 35 qui sont inscrites pour la saison 2025-2026. Placé sous le sceau de l'excellence, ce nouvel exercice, selon le directeur général de l'OASU, Adama Doumbia, vise à faire du sport universitaire un puissant levier de transformation, de cohésion sociale et d'excellence nationale. Pour cette journée de lancement, le football, le basketball et le handball étaient à l'honneur. On va dire que c'est la boucle qui se ferme pour la série de lancement des championnats nationaux au niveau de l'OASU. C'est que l'OASU, c'est l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Avec le primaire et le secondaire, nous avons commencé et nous achevons la série des lancements des championnats avec le cycle universitaire. Et donc, ce sont un peu plus de 2000 établissements de l'enseignement supérieur qui sont engagés pour cette compétition-là. Et comme vous le savez, cette année, l'une des innovations, c'est qu'à l'OASU, désormais, toutes les disciplines sont au programme. Pour vous qui en êtes, des établissements qui en fassent la demande. Il y a beaucoup d'innovations dans nos compétitions cette année. En plus de ce que nous avons fait l'année dernière, cette année, il y a des innovations telles que le wushu, c'est un sport de combat. Il y a le gaming, les jeux vidéo. Et puis aussi, il y a le basket 3 contre 3 que nous allons pratiquer. Le petit poteau aussi fait partie de nos compétitions cette année. Basketball NBA. Wagner, l'ailier du Orlando Magic, blessé de nouveau. Orlando Magic ne pourra pas compter sur son ailier allemand, Franz Wagner, qui souffre de la cheville gauche. Blessé le 7 décembre dernier, il sera éloigné des parquets après de nouveaux examens. La franchise floridienne a annoncé que cette fois, ce sera pour une durée indéterminée. Un coup dur pour le basketteur allemand et son club Orlando Magic.
Wagner affiche en effet une moyenne de 21,3 points, 5,8 rebonds et 3,6 passes décisives en 28 matchs, dont 26 titularisations cette année. C'est sa 5e saison depuis que son club l'a sélectionné en 8e position lors de la draft 2021 de la NBA. Tennis ATP Doha à présent. Humbert, sortie d'entrée. L'ATP 500 de Doha a été de courte durée pour Hugo Humbert, pourtant demi-finaliste la semaine dernière à Rotterdam. Le 36e mondial a baissé pavillon d'entrée devant son challenger Fabian Marosan en 6-3, 6-1. Méconnaissable lors de ce match, Humbert n'a pas montré son meilleur visage, incapable de trouver des solutions face aux assauts de son adversaire. L'Allemand semblait perdu sur le court et son élimination d'entrée dans ce tournoi n'est nullement une surprise. Football à présent, Ben Badi Caravan Foot. 3 jeunes joueurs retenus à Bouaké. Ben Badi Caravan était à Bouaké, précisément au terrain de la RAN, le samedi 14 février, pour une autre étape de la détection initiée par l'ex-international footballeur ivoirien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette phase dédiée au U20 a connu un franc succès au regard de l'engouement suscité autour de ce tournoi. En effet, ce sont les 8 meilleurs centres de formation du Béquet qui ont pris part à cette étape en présence de plusieurs sommités, dont l'honorable député de Bouaké, Bema Fofana, Jimmy Traoré, Monsieur Bolé, directeur départemental des sports et bien d'autres. À l'issue de cette journée de compétition, 3 jeunes talents ont été retenus pour les autres étapes de Ben Badi Caravan Foot. Et il s'agit de Ouattara Navigué de l'Interclub, par ailleurs désigné meilleur joueur de cette étape, de Karamoko Abou de Yelem et Diarra Issouf d'Ossab. Il faut noter que ce tournoi de détection, dont le promoteur est Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi, est à sa 7e édition. Coupe du Monde 2026. Les éléphants connaissent leur QG. La Côte d'Ivoire s'active pour la prochaine Coupe du Monde. Désormais, on a une idée nette et claire du QG des éléphants. En effet, la ville de Philadelphie et la franchise de Philadelphia Union ont annoncé que la sélection ivoirienne installera son quartier général au Subaru Park, l'enceinte du club de la MLS. Situé à Chester, dans la banlieue de la ville, ce stade moderne servira de camp de base à nos pachydermes durant toute la durée du tournoi. À 4 mois du coup d'envoi de cette Coupe du Monde, on peut d'ores et déjà dire que les éléphants ont acté le choix de leur QG. Ils s'entraîneront également au WSFS Bank Sportsplex, un complexe d'entraînement de haut niveau. Accueillir la Côte d'Ivoire sur notre campus est un immense honneur pour la Philadelphia Union et toute notre région. C'est félicité le président de ce club, Tim McDermott. Atalanta, Kosunu plaît à Newcastle. Odilon Kosunu en première ligue au prochain mercato, pourquoi pas si l'on se fie aux dernières informations concernant le défenseur international ivoirien. En effet, son profil intéresse fortement Newcastle. Selon le site Africa Foot, les Magpies souhaiteraient s'attacher les services du champion d'Afrique 2023 pour renforcer leur bastion offensif pour les prochaines campagnes nationales et européennes. Les temps-ci, le joueur ivoirien a été observé à plusieurs reprises par les émissaires du club anglais de Première Ligue. Il conclut qu'Odilon Kosunu est le candidat idéal pour répondre à leurs ambitions lors du prochain exercice 2026-2027. Newcastle se prépare à passer à l'offensive dans les semaines à venir pour tenter de convaincre le club italien de lâcher son défenseur. À noter que la valeur marchande d'Odilon Kosunu est estimée à 25 millions d'euros, soit 16 milliards 375 millions de francs CFA. La question LGT pour ce soir, amoureux du sport, football ivoirien, manque d'affluence dans les stades. Quelle stratégie, manque d'affluence dans les stades, quelle stratégie? Voilà. Pour l'heure, nous passons au débrief des news avec les membres de la team présents sur ce plateau. Et on commence avec Jean-Philippe.
Oui, Marie-Christine, je voudrais parler du camp d'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe du Monde qui va se tenir aux États-Unis. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront présents bel et bien lors de cette compétition vu qu'ils sont qualifiés. Mais la grosse question que l'on se posait, c'était de savoir dans quel pays ou dans quel État ils allaient établir leur camp de base. Et c'est maintenant fait, on le sait, ce sera du côté des États-Unis, au niveau de la ville de Philadelphie. Ils vont s'entraîner donc au Subaru Stadium. Subaru Park, plutôt pour être plus précis, qui sont les installations du club du Philadelphia Union. Il faut rappeler que le club du Philadelphia Union a été vainqueur en 2022 de la Eastern Conference. Et donc, c'est un club qui bénéficie, je dirais, d'infrastructures très modernes. On a pu voir les images de l'endroit où les éléphants de Côte d'Ivoire auront à faire leur préparation pendant cette compétition. Hier, sur ce plateau, le thème qu'on avait développé concernait la formation des entraîneurs, leur amélioration. Et donc, je pense que vu qu'à chaque édition d'une grande compétition, la fédération a pour habitude de se déplacer avec l'ensemble des présidents de Ligue 1, Ligue 2 et D3 généralement, je pense qu'ils devraient en profiter pour permettre à certains entraîneurs en formation en Côte d'Ivoire, ou même de très bons entraîneurs, d'être de ce voyage-là pour se frotter à ce qui se passe au niveau des États-Unis, signer des conventions avec des clubs professionnels pour permettre à ces entraîneurs-là de pouvoir faire des immersions au sein de ces équipes-là pour améliorer leurs compétences. Parce que c'est bien beau de faire voyager les votants, mais la Côte d'Ivoire, je pense, n'a pas une véritable plus-value, un retour sur le voyage des présidents de clubs. Il faudrait cette fois-ci penser aux formateurs, aux entraîneurs pour ce voyage-là et leur permettre donc de voir un peu comment ça se passe et revenir avec ces acquis-là pour continuer le travail de développement de nos athlètes. En tout cas, Coupe du Monde 2026, les éléphants connaissent le camp d'entraînement. Oui, coach Angenor, avec vous, on parle d'eux? Là, il s'agit d'Abdoulaye Traoré. Il faut dire que normalement, il n'est plus à présenter. C'est l'une des méga stars du football ivoirien qui, après ces années de footballeur, s'est reconverti quelque part dans un domaine du management. Et donc, il a une structure qu'on appelle la BBCF, et donc Ben Badi Caravan Foot, et qui est cette structure-là, en ce moment, qui intervient dans le cadre des recrutements et de la promotion des jeunes de moins de 17 ans. Mais il faut toujours dire que quand on a certaines qualités et qu'on est au-delà de ces 17 ans, on peut toujours être récupéré par Abdoulaye Traoré. Alors, cette structure part un peu à l'intérieur du pays, que ce soit Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, un peu partout, et à la recherche de tous ces enfants et toutes ces qualités, afin de pouvoir les mettre en contact avec certains centres de formation, mais aussi des équipes d'élite qui puissent et permettent à ces enfants-là de pouvoir jouer au football. Son objectif principal, je pense, il s'agit ici de faire rêver les enfants et de leur permettre de réaliser leurs rêves. Merci beaucoup, coach Angenor. Oui, Henri Joël. Je veux parler du président, plutôt du directeur de l'OHU, M. Adama Doumbia, quand même, qui fait un bon travail. C'est vrai qu'il est arrivé à la tête de l'OHU il n'y a pas cela longtemps, mais il fait énormément. Après le lancement, par exemple, du côté de Dabou, en ce qui concerne la phase pour les élèves au primaire. Actuellement, nous sommes avec ceux des universités, surtout des grandes écoles. Ça montre que, bon, voilà, il est en train de mettre beaucoup de choses en place. Et puis, là où encore, il faut le féliciter, c'est qu'il fait entrer d'autres disciplines au niveau de l'OHU. C'est vrai qu'on parle de certaines disciplines, mais aussi, il y a le jeu vidéo qui, cette saison, a fait son entrée du côté de l'OHU, sans oublier le petit poteau. Le petit poteau, on le savait, ça se pratique, je dirais peut-être, c'est le sport le plus facile à pratiquer en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il fait très bien de l'introduire au niveau des compétitions de l'OHU. En même temps, après toutes ces innovations-là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est mis en place cette saison en ce qui concerne l'OHU. C'est la communication, beaucoup de communication autour des activités de cette structure. Et on espère qu'on aura d'autres graines, parce que la majorité de certains joueurs ou certains athlètes en Côte d'Ivoire sont passés par l'OHU, et on espère que cette saison ou peut-être les années à venir,
on aura d'autres graines qui vont émerger à partir de l'OASU et pourquoi pas donner des lauriers à la Côte d'Ivoire. Très bien, José Diaty, on vous écoute, s'il vous plaît. Non, je voulais surtout ajouter quelque chose au niveau du centre de camp d'entraînement des éléphants. Allez-y. Il faut dire que la fédération quand même a eu le nez creux en se basant à Philadelphie, qui est une grande métropole, voilà, une métropole cosmopolite. C'est autour de la 6e ville des États-Unis. Hein. Je crois que c'est situé entre New York et Washington, D.C. Voilà, un peu plus de 150 et 200 km de New York et autour de 250 km de Washington, D.C., vers le nord-est des États-Unis. Donc, c'est la ville, c'est la plus grande ville de l'État de Pennsylvanie. Voilà. Et il y a une grande majorité de communautés africaines dans cette ville qui peut aller supporter les éléphants. Donc, c'est une bonne initiative que le président ait pris pour le camp d'entraînement au niveau de cette ville. Parce qu'on joue le 14 dans la ville contre l'Équateur. On part à Toronto, au Canada, et on revient dans la ville pour jouer contre le Curaçao. Donc, toutes les conditions, je pense, sont réunies pour permettre aux éléphants de bien entamer, de bien dérouler cette compétition, parce qu'il faut dire qu'aux États-Unis aussi, les grandes villes sont vraiment les villes qui drainent le plus de monde. Voilà. C'est-à-dire, on parle de Philadelphie, on peut parler de Chicago dans l'État d'Illinois, qui est la plus grande ville de choses, Milwaukee, qui est la plus grande du Wisconsin, et puis Tennessee aussi. Bon. Donc, il faut dire que ça, c'est une belle initiative. Tout le monde peut venir là, c'est une ville un peu centrale et puis qui va permettre à tous les Ivoiriens de converger vers là-bas. Et il y a une forte communauté ivoirienne là-bas qui de converger et supporter les éléphants. Et donc c'est un avantage pour les éléphants, la Coupe du Monde 2026. Un très gros avantage. Merci beaucoup José Diaty. Nous allons marquer une petite pause, amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Ingrid. Tu as tout pour être meilleur. Yuri. J'imagine que tu vas abandonner la boxe. Pourquoi je le ferais? Et Oscar ont le même but, atteindre les sommets. Elle est sur le point de partir en compétition. Ce que tu es en train de faire la distrait. J'ai eu mon premier combat à Toulouse et j'ai gagné. Oscar Luis se défend bien. Le taille attaque. Un coup sous la ceinture. Nous avons une médaille. Représenter leur pays, décrocher l'or. Leur parcours est fait de courage, de sacrifice et de volonté. Sur le chemin des Jeux Olympiques, ils apprendront que la vraie victoire, c'est de ne jamais renoncer. Rêve en or, une histoire de force et de persévérance tirée de faits réels. À suivre du lundi au vendredi à 22h sur La 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons à ce qui crée le buzz sur la planète sportive. Et c'est maintenant dans sa buzz. On y va. Habib Beye, oui, Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et donc on en parle sur ce plateau, mais avant, regardons cet élément préparé par la rédaction. Je pars du principe qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'épaule, il n'y a pas de timing. Je pense à travers tout ce que j'ai fait, je me suis construit dans le temps. Ma première expérience, je l'ai pris en national. Avec une équipe qui était en difficulté, j'ai pris le temps de me construire étape par étape et puis ensuite il y a eu une évolution derrière. Donc je ne me pose pas la question de savoir si j'ai approuvé quelque chose à qui que ce soit dans ce qu'ils peuvent penser. Ça, je laisse la vie aux autres. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je sais que aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai travaillé pour être là et il faudra que je prouve encore une fois que ce travail-là me permettra de mettre l'Olympique de Marseille au plus haut et de répondre aux objectifs qui nous ont été fixés, tout simplement. Fin de chômage pour Habib Beye. Pressenti depuis quelques jours à la tête de l'encadrement technique de l'Olympique de Marseille, le technicien franco-sénégalais vient de succéder effectivement à De Zerbi. L'Olympique de Marseille annonce la nomination d'Habib Beye au poste d'entraîneur de l'équipe première. Bon retour chez toi, dévoile simplement le communiqué du club phocéen. Sitôt évincé de l'équipe première de Rennes, le technicien
L'Africain retrouve un banc, et pas n'importe lequel, celui d'un grand club français. Bey s'engage avec Marseille sur la base d'un contrat de 18 mois. À 48 ans, il obtient le plus grand poste de sa carrière, celui qui l'a toujours fait rêver alors que son expérience n'est pas si importante que cela. Bey débarque à l'OM à un moment où cette équipe éprouve des difficultés à enchaîner de bons résultats. Marseille occupe la 4e place de la Ligue 1 à 12 points de retard sur le leader actuel, Lens. Voilà, Habib Bey, qui est donc le nouvel entraîneur de Marseille. Messieurs, comment vous avez déjà accueilli cette nouvelle? Et puis, est-ce qu'il est l'homme de la situation, Jean-Philippe? Pour savoir s'il est l'homme de la situation, il va falloir attendre quand même ses premiers résultats. Il va falloir attendre pour savoir si les objectifs qui lui ont été assignés ont été atteints. C'est à ce moment-là qu'on pourra juger de sa capacité à pouvoir manager effectivement cette équipe de Marseille, qui est un navire à gouvernail très difficile. C'est une ville méditerranéenne et on sait très bien qu'en Europe, tout ce qui concerne la Méditerranée, ce sont des villes qui sont normalement habitées par des personnes au sang, entre guillemets, chaud, si je veux parler de manière prosaïque. Et on sait qu'une ville comme Marseille est une ville bouillonnante où pratiquement toute la passion de la ville se déverse sur le club de cette ville cosmopolite, cette ville qui a de fortes communautés africaines et qui, du côté de l'Occident, avait déjà réalisé quelque chose de fou en nommant un Africain à sa tête. C'était, paix à son âme, Pape Diouf, voilà, qui avait été président, très grand président au niveau de l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, un autre Sénégalais va s'asseoir sur le banc de touche de cette équipe nationale-là, de ce club, excusez-moi, oui, qui est l'Olympique de Marseille, en la personne d'Habib Bey. Il faut dire qu'il connaît très bien la maison. Pour y avoir évolué à l'époque d'Edier Drogba, il avait même atteint la finale de la Coupe UEFA avec l'Olympique de Marseille. C'est un garçon qui est très apprécié là-bas. Et comme il l'a dit dans l'élément, il n'a pratiquement rien à prouver parce qu'il a bâti sa carrière. Ce n'est pas un entraîneur sorti des cours qui a été propulsé directement à la tête de l'Olympique de Marseille, qui est le deuxième club le plus titré en termes de prestige, oui, de la France. Et j'espère tout simplement qu'il pourra, avec sa fougue, sa passion, son amour pour le club, réaliser de très belles choses parce qu'aujourd'hui, Habib Bey, il apparaît comme un ambassadeur de la science sportive des Africains. Et ce que j'espère, c'est qu'à travers son exemple, nos frères également qui sont en formation là-bas, notamment les frères Touré, puissent avoir la confiance des dirigeants sportifs pour être mis à la tête des grands clubs. En tout cas, vous l'avez dit, hein, vous avez même parlé des supporters marseillais. Justement, José Dati, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait avoir la pression de ses supporters? Et puis, il a aussi parlé de Pape Diouf, que vous connaissez, que vous avez connu très bien, oui. Oui, Pape est arrivé à Marseille. Il a fait 2005 jusqu'en 2009, voilà. Et Habib Bey a joué de 2003 jusqu'à 2007, donc c'était dans la même période. C'est vrai, on parle des supporters chauds bouillants de Marseille, oui, mais je pense que, moi je dirais que Habib Bey, c'est l'homme de la situation, voilà. Parce que d'abord, pour ces supporters-là, il faut amener un enfant de la maison, d'abord les calmer. Je pense que la situation est d'abord apaisée. Et comme Jean-Philippe l'a dit, c'est vrai, on attend les résultats, mais aujourd'hui, la situation est apaisée à Marseille avec l'arrivée d'Habib Bey. Il n'est pas aussi venu là par hasard, comme on dit. Hein. Voilà, il était déjà attendu. Il faut dire que le directeur sportif du club, Mehdi Benatia, c'est son ami. C'est son ami. Ils ont de bonnes relations professionnelles et amicales. Ils s'entendent très bien. Et Mehdi Benatia a été encore renforcé dans sa position de directeur sportif. Il a encore pris du galon. Je crois qu'il y a 24 heures, le propriétaire du club, Franck Makou, a réorganisé l'Olympique de Marseille, la direction de l'Olympique de Marseille, où il a déchargé Pablo Longoria même de... Il est là qu'en tant que président institutionnel maintenant, il a tout confié à Mehdi Benatia. Donc, c'est l'ami de Mehdi et ils sont arrivés. Je pense qu'ils vont s'entendre et puis créer quelque chose, une nouvelle dynamique pour le club. Je pense que c'est une bonne initiative. Et coach Agenor, vous pensez que Habib Bey pourrait réussir à Marseille? Oui, pourquoi pas. Déjà, quand on est déjà passé dans ce club, je pense qu'on peut essayer quand même de maîtriser l'atmosphère. Okay? On n'est pas dans l'inconnu. On se sent plus ou moins à la maison. Mais après, il faut aussi situer les choses.
être un footballeur et avoir une responsabilité de footballeur par rapport au responsable entraîneur qu'on est, il y a vraiment une très très grande différence. La responsabilité d'un entraîneur est une responsabilité qui est capitale, elle est très sensible. Et là, il s'agit de contenter au-delà des joueurs toute une population, des supporters et autres et tout ça, mais aussi les financiers, les sponsors. Et tout cela va découler des résultats que vous allez donner. Habib Beye est un entraîneur qui est un peu dans une philosophie comment est-ce que je peux appeler ça, la gestion du jeu et dans la conservation du ballon. De sorte à ce qu'on puisse commencer des premières lignes, c'est-à-dire la ligne défensive à partir du gardien, jusqu'à ce qu'on arrive, je vais dire, au niveau des limites de l'adversité, donc dans le cas adverse. Et ce jeu-là, je me demande si ça pourra vraiment être ce que Marseille a vraiment besoin. Parce qu'on sait aussi que Marseille, certes, ils ont déjà eu pas mal de grands joueurs africains, on parlera d'Abedi Pelé et autres, mais ils ont été toujours une équipe qui va droit au but, une équipe qui fait la différence dans un style de jeu un peu anglophone. Alors, je me demande, le style d'Habib Beye, est-ce qu'il pourra vraiment s'imposer? Mais je pense qu'il a la tête froide, il sait d'où il vient, il sait aussi où il va. Et donc, je répète, pourquoi pas, il pourrait peut-être réussir. Maintenant, après, il faut voir les résultats. Habib Beye, le nouvel entraîneur de Marseille, oui, Henri Joël. Je pense que c'est l'homme de la situation. Habib Beye, il a un parcours. Déjà, il part, comme lui-même il a dit, du national avec le Loretza, qui lui permet quand même d'avoir, je dirais, de bons résultats. Ensuite, il arrive à Rennes. C'est vrai que la fin de son aventure du côté de Rennes ne s'est pas bien passée, notamment avec les conflits avec certains joueurs, notamment Seko Fofana, l'Ivoirien, Brice Samba, le portier international français et d'autres joueurs. Oui. Mais quand même, c'est quelqu'un aussi qui a cette patte-là, surtout sur le jeu, qui fait très bien jouer ses équipes. Maintenant, là où je pense qu'il va réussir, c'est qu'aujourd'hui, dans certains clubs, on critique moins des clubs qui ont été joueurs dans ces différentes équipes-là. Quand je prends par exemple, j'essaie de faire un peu le rapport avec une équipe comme Arsenal du côté de la Premier League, on a Ateta qui est là depuis très très longtemps, il ne gagne pas de trophée, mais sauf que c'est un enfant de la maison et on lui tolère certaines choses par rapport à certains entraîneurs étrangers qui arrivent du côté de la Premier League, qui sont tout de suite débarqués quand les résultats ne suivent pas. Donc lui, il a joué à Marseille. Tout le monde le connaît, les supporters le connaissent, donc ils seront moins virulents, parce qu'à Marseille, c'est très chaud. Il ne faut pas s'amuser avec les résultats du côté de Marseille. Ensuite, les critiques du côté de Marseille seront très tolérants envers Habib Beye, puisque c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est aussi un enfant de la maison. Donc, je pense que quand on regarde tout ça, il y a cette ambiance-là qui va lui permettre non seulement de s'installer, et surtout de dérouler son jeu. En même temps, à sa décharge, il arrive en cours de saison. Ce n'est pas lui qui a fait le mercato précédent, donc on ne lui tiendra pas assez rigueur sur les résultats. Donc je pense qu'il a tout pour réussir avec cette équipe de Marseille. En tout cas, Habib Beye est le nouvel entraîneur de Marseille. Les cartons de la semaine, c'est maintenant, on y va. Chaque jeudi, dans votre émission La Grande Team, nous avons les cartons de la semaine. Je vous redonne le principe. Chaque membre de la team sur ce plateau choisit donc de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton vert, satisfaction. Le carton jaune, sanction, avertissement surtout. Et le carton rouge, oui, ça c'est véritablement la sanction. Voyons donc le carton de José Diatti. Cette semaine, je décerne mon carton vert au président de l'Africa Sport, Maître Guillaume Zébé, pour la décision qu'il a prise cette semaine en débarquant le coach Toto Nobile au profit de Maxime Guaméné. Il faut dire que ça fait quand même 3 ans que Toto Nobile est là. Oui. Et l'objectif étant de monter en Ligue 1 pour l'Africa n'a pas été atteint.
Metzebe étant élu en novembre, a pris fonction en janvier. Aujourd'hui, il a les manettes et il a le gouvernail dans sa main. C'est à lui maintenant de prendre son destin en main et d'aller de l'avant et fixer ses objectifs. Et entre autres objectifs, aujourd'hui, il a constaté que l'Africa un peu faisait du surplace après 2 journées de reprise de la seconde phase de Ligue 2. Voilà. Après le match nul face à Sirocco, qui est un adversaire direct de l'Africa, puisque Sirocco était 9e, l'Africa était 10e. Donc ce sont des matchs qu'il faut gagner. C'est-à-dire que pour gagner des places dans le classement. Voilà. L'Africa a fait un match nul, c'est-à-dire que l'Africa est resté sur place. Donc la décision est tombée. On a fait venir Maxime Guamene. Je pense que ça va apporter une nouvelle dynamique au niveau de l'effectif. Et puis, tout le monde connaît Maxime Guamene, qu'on appelle Rubaos. Il a fait ses preuves ici en tant que coach avec plusieurs équipes ici. Il a prouvé de quoi il était capable. Il a eu de bons résultats. Et puis bon, on espère qu'avec l'Africa, tout ira pour le mieux. Donc mon carton vert est décerné au président de l'Africa, Maître Guillaume Zébé, pour cette décision vraiment salutaire. On remercie vraiment Toto Nobilé pour le travail qu'il a fait. Mais il faut dire que la Ligue 2 est un championnat difficile. Voilà, c'est un championnat difficile. Il faut le confier à un local qui maîtrise tous les tenants et les aboutissants. Okay. Et quand je dis tous les tenants et les aboutissants, suivez un peu mon regard. Merci beaucoup, José Diati. Le carton de Jean-Philippe. Mais écoutez, je vais adresser un carton rouge à la grosse polémique qui a défrayé la chronique du côté de l'Europe cette semaine, j'ai failli dire ce week-end, cette semaine. La polémique lors de la rencontre entre le Real Madrid et la formation de Benfica, où il y a un soupçon d'acte raciste qui est prêté au joueur argentin Prestiani, voilà, vis-à-vis de Vinicius Junior. Il faut noter que Vinicius Junior aujourd'hui est l'image de la lutte contre le racisme du côté de l'Occident, dans la mesure où en 8 années passées du côté du Real Madrid, il a été victime à 20 reprises d'actes racistes. Ça a été répertorié. Je pense que dans l'histoire du football international, aucun joueur n'a été autant victime que Vinicius Junior en termes d'actes racistes répertoriés, 20, et je pense que c'en était trop. À telle enseigne qu'aujourd'hui, le gouvernement portugais a même ouvert une enquête par rapport à ce qui s'est passé durant cette rencontre. L'UEFA a ouvert une enquête dont le Real Madrid également s'en est joint, tout comme l'équipe de Benfica. Le joueur argentin Prestiani a dit qu'il avait plutôt dit à Vinicius Junior Hermano et non Mono. Hermano qui signifie frère et Mono singe. Alors que bon, tout le monde s'interroge la raison pour laquelle pour appeler un joueur mon ami, on est obligé de cacher sa bouche. Donc voilà, je trouve que c'est non seulement s'il l'a fait, ce n'est pas digne de sa part de l'avoir fait, et c'est encore pire encore que de le nier, parce que je me dis qu'un homme, il assume, et que Vinicius Junior ne va pas du tout s'amuser à aller se plaindre, je dirais, d'un acte aussi grave qu'un acte raciste. Et donc, il faudrait que, véritablement, ce genre de choses-là, on arrête de voir ça sur les terrains de football. Ce n'est vraiment pas glorieux. Et on sait très bien qu'une enceinte de football reflète un peu ce qu'est une société dans sa globalité. Et si cela est bien combattu au niveau des enceintes sportives, je pense que ça va se répertorier dans la société en généralité. Donc j'adresse mon carton rouge à Prestiani parce que pour moi, peu importe ses explications, j'estime qu'il a vraiment fait le geste au vu de l'acte qu'il a eu en posant son maillot sur son visage. Très bien. Un carton rouge. Donc, Henri Joël, votre carton, s'il vous plaît. Un carton vert à l'équipe de l'UCFI, l'Union des centres de formation de football de Yamoussoukro, qui a obtenu sa première victoire en division régionale ce week-end-là, qui a battu l'équipe de l'Espoir de Roger en but à 0. C'est sa première victoire, comme je l'ai dit, en 4 sorties de défaite, un match nul et une victoire. Alors, c'est un club qui vraiment a nourri de réelles ambitions de monter. D'ailleurs, il y a une réserve qui a été posée contre le club de ASI lors de la 2e journée, puisque le club de ASI s'était présenté face à
à l'UCFI avec des joueurs qui n'avaient pas leur licence. Or, dans les règlements de la FIF, il est dit que le club qui reçoit, si ce club-là ne présente pas de licence, normalement, il n'y a pas de match. Sauf que le match a été autorisé, le match a été joué. Donc, l'équipe de l'UCFI a porté cela devant les juridictions de la Fédération ivoirienne de football. Mais pour revenir, voilà, le club de M. Diakité, c'est un carton vert pour cette première victoire. Et d'ailleurs, le club sera en lactation encore ce week-end pour la 5e journée de la division régionale, surtout au niveau de la Ligue de Yamoussoukro. Et terminons la rubrique les cartons de la semaine pour ce soir avec coach Agenor. Oui, votre carton, s'il vous plaît. Oui, mon carton vert, je le décerne à l'équipe nationale U20 féminine de Côte d'Ivoire. Je suis vraiment très heureux pour cette formation. Il faut dire que c'est une équipe nationale qui a eu vraiment du mal à se mettre en place. La plupart de ces jeunes filles, pour certaines même, n'avaient pas de clubs. Et celles qui avaient des clubs n'étaient pas forcément titulaires dans les différentes équipes où elles étaient. Et le championnat féminin, il est beaucoup plus joué avec des filles qui ont un certain âge, il faut compter 24-25 ans à la moyenne. Et donc, trouver des filles qui sont en dessous de 20 ans, c'est vraiment difficile, étant donné qu'on n'a pas forcément ce championnat-là chez nous. Mais petit à petit, après le coach Dao, aujourd'hui, on a le coach Esquisito, j'espère que je n'écorche pas son nom. Et petit à petit, on a réussi à mettre cette équipe-là en place. Et aujourd'hui, après le premier tour, le second et le troisième tour, elles s'apprêtent à jouer le 4e tour. Il faut dire que le premier tour, elles ont joué l'équipe de Djibouti, ensuite le Maroc, c'est ça? La Gambie. Gambie, le Maroc. Et puis, elles viennent à peine d'éliminer le Congo. Et donc, elles sont qualifiées pour le 4e tour éliminatoire qui leur permettra sûrement, si elles gagnent encore ce tour, de jouer la Coupe du Monde en Pologne. Donc, vraiment, je voudrais leur dire merci, félicitations. Et puis, profiter de ce moment de plateau pour pouvoir saluer mes filles qui y sont. Je vais parler de Zadi Kaolo, je vais parler de Kona Océane, je vais parler de Doucouré Lucie et de Traoré Sarah, qui sont dans cette équipe et qui donnent le tout pour le tout afin de pouvoir faire vivre encore à la Côte d'Ivoire une énième Coupe du Monde. Très bien, merci beaucoup messieurs pour vos cartons. On rappelle donc le principe des cartons. Le carton vert, satisfaction, le carton rouge, sanction et le carton jaune, avertissement. Voilà pour les cartons de la semaine. Et tout de suite, on se dirige vers l'actu de ce soir. C'est maintenant, on y va. La question LGT, football ivoirien, manque d'affluence dans les stades. Quelle stratégie? Football ivoirien, manque d'affluence dans les stades. Quelle stratégie? Et le téléphone de la 3 est ouvert. C'est le 27 21 59 93 99, mais aussi la page Facebook de la 3 est toujours disponible pour vous. Vous pouvez nous écrire. Il est arrivé le moment de participer à l'émission Amoureux du sport. L'image des gradins vides lors des matchs des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 est connue de tous. Cependant, pour le développement du football local, que faut-il faire pour inverser la tendance? Quelle stratégie pour ramener le public dans les stades ivoiriens? Bien sûr, nous, on ouvre le débat, mais avant, regardons cet élément préparé par la rédaction. Le bilan de la phase allée de la Ligue 1 et de la Ligue 2, effectué par la Ligue de football professionnel, est alarmant en ce qui concerne la fréquentation des stades cette saison. Ce rapport fait état d'environ 25 000 spectateurs enregistrés sur les 120 matchs de Ligue 1, soit une moyenne de 207 spectateurs par rencontre. Pour les 182 matchs de Ligue 2, c'est un total d'un peu plus de 25 000 spectateurs, soit une moyenne de 139 spectateurs par rencontre. Ces chiffres démontrent que le public a déserté les stades
stade, le football local n'attire plus. Les raisons de cette désaffection populaire sont multiples. Elles vont du facteur historique de la crise sociopolitique de 2002 à la dégradation de l'image du football local, en passant par une politique fédérale privilégiant la sélection nationale, l'exode massif des talents locaux ou encore la paupérisation des clubs. Face à cette situation, il importe de scruter l'attitude de la fédération et des clubs. Objectivement, on ne constate pas une volonté commune d'inverser la tendance. La Côte d'Ivoire n'est pourtant pas la première ou la seule nation où se pose ce problème. Cela signifie qu'il y a une réflexion à mener et une démarche à mettre en œuvre. D'où la question LGT, face au manque d'affluence dans les stades ivoiriens, quelle stratégie ? La question LGT est donc posée et déjà je vous propose de voir la synthèse du bilan statistique de la phase allée de la Ligue 1 et de la Ligue 2 effectuée par la Ligue de football professionnel. Pour cette saison, au niveau de la Ligue 1, on a 16 clubs, le nombre de matchs disputés est 120. Ensuite, nous avons 24 841 spectateurs en termes d'affluence. Au niveau de la moyenne, c'est 207 spectateurs par match. Recettes brutes, 23 757 000 francs CFA. Cote-part des équipes, 14 159 500 francs. Et puis, la moyenne de la billetterie, c'est 884 958 francs CFA par club. Et puis, on continue avec la Ligue 2, nombre de clubs 28, nombre de matchs 182. Au niveau de l'affluence, on a 25 355 spectateurs. Au niveau de la moyenne, 139 spectateurs par match. La recette brute, on a 14 868 500 francs CFA. Quote-part des équipes, 8 952 900 francs CFA. Et puis 319 746 francs CFA pour la moyenne au niveau de la billetterie. Voilà donc, déjà des messages sur la page Facebook de la 3. Nous avons M. Raymond Kouakou qui répond donc à la question LGT de ce soir et il nous dit en faisant des spots publicitaires, des annonces, des jeux de tombola, des caravanes médiatisées et sonores dans les villes où il y a jeu. Ensuite, les comités de supporters doivent s'approprier les événements et faire un tapage sonore autour des rencontres. Chaque localité où il y aura un match doit faire appel aux villes voisines. Enfin, les dirigeants de clubs doivent faire revenir des joueurs très professionnels et talentueux. Dans chaque équipe, il doit y avoir une vraie star dans chaque compartiment de jeu, un buteur né, un milieu dribbleur, un gardien volant. C'est le bon nectar qui attire les abeilles. Un football flamboyant, chatoyant et Champagne fera revenir donc ceux qui apprécient le spectacle pour ce qu'ils ont payé. Très bien. Merci beaucoup. Allez, la question LGT vous est donc posée sur ce plateau. Messieurs, manque d'affluence dans les stades football ivoiriens. Quelle stratégie? José Diati, je vous écoute. Oui, je veux un peu rebondir sur ce que vous venez de lire, oui, qui parle de faire du tapage autour des événements sportifs du championnat dans les villes, tout ça. Je pense que tout ça c'est fait. On avait parlé des infrastructures d'abord. Bon, on a quelques infrastructures aujourd'hui, notamment à Abidjan et puis dans certaines, même si à l'intérieur il y a des choses à voir, mais quand même il y a le minimum pour jouer au football. On avait parlé des tarifs, et aujourd'hui il y a des bons tarifs pour aller, comme on appelle, regarder les matchs des championnats. Il y a des matchs même qui sont gratuits. Et on a parlé de la communication, comme il l'a dit. Là, je pense que la communication est faite. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Voilà. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour moi, c'est le spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Voilà. Parce que quand il y a le spectacle, ça vient tout seul. C'est-à-dire, le spectacle, c'est-à-dire il faut avoir les joueurs, il faut avoir les formations, les équipes, avec des joueurs pour amener les gens à aller au stade. Parce que quand on dit il y a un tel ou un tel joueur qui est très bon, tout le monde veut aller le voir. Ça, c'est le spectacle qui reste pour que tout aille bien et que les gens aillent au stade. Or, pour que le spectacle arrive, il faut naturellement une organisation. Il faut une professionnalisation du milieu. Voilà. Ouais. C'est la professionnalisation du milieu qui va entraîner
comment on appelle, une masse budgétaire, c'est-à-dire qu'il y aura une plus-value et les clubs auront les moyens de prendre les joueurs nécessaires pour amener à ce spectacle-là. Donc pour moi, il y a 2 grands axes que la Ligue professionnelle doit faire. C'est-à-dire, le premier axe ne dépend pas à 100% de la Ligue professionnelle, c'est-à-dire, on l'a dit ici la semaine dernière, il faut mettre en application la loi sur le développement du sport. Il faut mettre en application cette loi. Cette loi qui a été prise en 2014 et qui devait être mise en application en 2018 pour donner les moyens à tous les sports de se développer. Dans cette loi, il y a la création d'un fonds de développement du sport qui peut profiter au football. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est l'argent. Il faut avoir le budget. Si nos clubs ont les budgets, s'ils ont l'argent nécessaire, ils vont faire des recrutements nécessaires avec les joueurs nécessaires qu'il faut. Les joueurs seront maintenus sur place, puisqu'il y a une masse salariale qui sera redistribuée à ces joueurs-là, avant de prendre l'avion pour aller faire un quelconque essai dans un club n'importe où, ces joueurs vont réfléchir par 1000 fois. Si vous touchez 1 million, 1,5 million, et qu'on vous dit aujourd'hui, allez-y faire un essai en Tunisie, allez-y faire un essai en Tanzanie, on va même en Tanzanie, même si on vous dit allez-y faire un essai dans un club professionnel en Europe. Mais écoutez, autant la famille met la pression sur les présidents de club ici pour laisser partir les joueurs, autant la famille va dire, mais, écoute, mais ton affaire d'essai là, tu as 1 million quand même ici, tu as 1,5 million quand même ici. Donc, tout ça participe à maintenir les joueurs sur place. Et ceux qui vont, ils vont vraiment pour une plus-value. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est qu'il faut faire une réforme profonde de la Ligue professionnelle de football en Côte d'Ivoire. Il faut la faire. Parce que si elle n'est pas faite, je pense qu'on va faire du surplace. Il y a la Ligue professionnelle à part et il y a la fédération, le président de la fédération à part. La Ligue professionnelle est dirigée par les clubs, les présidents des clubs. Ce sont des businessmen. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la gestion du président de la fédération. Ils sont là pour chercher les moyens, pour donner aux clubs, afin que les clubs se développent avec un grand budget. Donc, cette ligue professionnelle est dirigée par un président élu par ces présidents de clubs-là. Donc, voilà. Et la ligue est représentée au sein même de la fédération. Donc, il faut une transformation, il faut une réforme totale de cette ligue professionnelle pour amener les clubs à être autonomes, afin qu'ils prennent des joueurs nécessaires pour qu'il y ait des spectacles et que les hommes viennent au terrain. Merci beaucoup, Josy Dati. Nous avons un appelant, M. Elias Douamba. Il nous appelle de Bingerville. Bonsoir, M. Elias Douamba. Bonsoir, Marie-Christine Bégré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et on vous écoute. Football ivoirien, manque d'affluence dans les stades. Quelle stratégie, M. Elias Douamba? Bon, pour moi, il n'y a pas de formule magique pour faire revenir le public. Hein. Voilà, il faut que chaque supporter du club, par exemple, moi je supporte l'Africa, voilà, je dois mettre dans ma tête que voilà, personne ne viendra jouer le rôle du 12e homme à ma place. Malgré l'Africa Ligue 2 aujourd'hui, vous voyez, quand même l'Africa draine. Ça continue, en tout cas les supporters de l'Africa et les inconditionnels continuent de venir au stade. Voilà. Donc, souvent on entend certains supporters dire que non, il n'y a plus de stars, il n'y a plus de stars dans le championnat. Voilà. Ou bien, voilà, on ne garde pas les meilleurs joueurs comme M. Diati l'a dit tout à l'heure. Mais il faut d'abord que les supporters retournent au stade. Regardez avant. Un ASEC Africa, ASEC et l'Africa pouvaient se partager facilement 20 millions, 15 millions après les derbies. Et ça permettait aux dirigeants aussi de bien rémunérer les joueurs. Voilà. Nous sommes aussi, nous supporters, moi je parle de nous-mêmes, nous supporters, nous sommes les premiers supporters des clubs. Mais si on abandonne, on reste à la maison et on devient automatiquement les champions des critiques. Voilà, ils ont laissé tel joueur partir, tel joueur partir. Marie-Christine, vous voyez, depuis un moment, il y a certains joueurs talentueux qu'on découvre en Europe. Et pourtant, ils ont évolué dans le championnat ivoirien. Voilà, je prends le cas d'Emmanuel Agbadou. Il jouait ici.
Beaucoup l'ont découvert en Europe. Et le Cotonou et autres, c'est des joueurs qui ont évolué dans le championnat ivoirien. Mais quand tu ne viens pas au stade, tu as fait comment pour savoir qu'il y a des bons joueurs? Il y a c'est nous, on doit les faire des stars. Mais si on reste à la maison, même si le joueur veut donner le meilleur de lui-même, comment? Mais devant des gradins vides, c'est pas possible. C'est bien noté. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, monsieur Elias Douaimba. Merci. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Sur la page Facebook de la 3, nous avons monsieur Dadas Kouassi qui nous dit manque de publicité, d'annonce, pas d'affiche. S'il y a un match, par exemple, à Yamoussoukro, il faudrait que la chaîne de la ville l'annonce chaque heure, qu'il ait des affiches dans toute la ville et les villages de la ville. Si c'est à Abidjan, c'est un club comme Stella, par exemple, il faudrait qu'il ait des affiches dans toute la commune d'Adjamé, des brochures, des annonces à la radio, la télé chaque heure. Pareil pour les autres clubs d'Abidjan. Très bien. Football ivoirien, manque d'affluence dans les stades. Quelle stratégie? José Diati, sur ce plateau, a donné ses stratégies. Jean-Philippe, on vous écoute. Merci Marie-Christine. Je vais essayer d'abord de lister ce que j'ai pu noter et puis voir quels sont les axes que je pourrais développer dans mon argumentaire. J'ai identifié 2 axes. D'abord, au niveau des clubs, je pense que dans un premier temps, il faut faire en sorte qu'un club puisse être reconnu à travers une certaine communauté à laquelle ce club va s'adosser. Parce qu'on a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs clubs qui existent, mais beaucoup de clubs n'arrivent pas à s'adosser à une communauté. Quand on regarde un club, on ne sait même pas où ce club appartient, à quelle ville, à quel quartier, à quelle commune. Et là, c'est déjà un problème. Ce sont des propriétés privées qui s'apparentent à des clubs studios. Ensuite, bâtir une véritable culture de ce club-là pour emmener les gens à pouvoir s'identifier à ces différents clubs-là, à pouvoir se dire « Ah, ce club-là défend tel axe culturel, je pense que je m'y retrouve et donc je peux m'y impliquer dans son développement. » Il faut également organiser les supporters autour des clubs, impliquer ces supporters à la vie du club, développer les infrastructures du club et puis améliorer surtout la communication autour des entités sportives de ces différents clubs. Au niveau de la ligue professionnelle, là, c'est vraiment là où, pour moi, tout le travail doit se faire. Dans un premier temps, je pense qu'il faut responsabiliser les clubs à la gestion de la ligue professionnelle. Puis, il faut intégrer effectivement, à travers, je dirais, cette responsabilité-là, intégrer effectivement les clubs de la ligue professionnelle aux prises de décision. Permettre aux clubs respectant des normes prédéfinies minimales à intégrer les compétitions de la ligue professionnelle. C'est un axe pour moi qui est très important. Aujourd'hui, on privilégie uniquement l'aspect sportif. Vous jouez une compétition, vous faites une excellente année, vous vous retrouvez en Ligue 1, mais est-ce que cette équipe qui arrive en Ligue 1, derrière elle, a cette capacité-là de pouvoir influencer l'environnement économique du football ivoirien? C'est un point qui est très important, qui est très essentiel. Vous regardez par exemple en France, parce que je ne vais pas dire en Europe, je vais prendre le cas de la France, vous avez une direction nationale du contrôle et de la gestion. Cette direction joue un rôle important. C'est-à-dire qu'un club peut se retrouver au niveau de l'élite, mais cette direction va vérifier la viabilité de ce club-là. Et si la viabilité n'est pas avérée, ce club peut avoir une rétrogradation sportive. Il y a des cahiers des charges là-bas qui sont prédéfinis. Si vous ne respectez pas certains éléments de ces cahiers des charges, vous ne pouvez pas atteindre le niveau professionnel. Par exemple, avoir de véritables équipes de jeunes, avoir des infrastructures sportives, il y a tout un élément qui doit rentrer en ligne de compte pour que vous puissiez être considéré comme une entité professionnelle et jouer les compétitions professionnelles. On n'a pas ça chez nous ici. À preuve, on a des équipes qui n'ont même pas de terrain d'entraînement qui sont en Ligue 1 et des équipes qui ont des centres qui sont très développés, qui semblent être bloqués par un plafond de verre pour accéder à la Ligue 1 à travers le très faible nombre de clubs à qui on permet de pouvoir intégrer cette Ligue 1-là. Et moi, pour moi, la fédération doit mener, je dirais, une réflexion à ce niveau. Puis j'ai pratiquement terminé. Il faut faire une meilleure promotion des compétitions locales, établir une meilleure stratégie marketing autour des rencontres locales, c'est-à-dire organiser des spectacles autour des rencontres dans les stades, avoir des stands de vente et tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes d'animation des rencontres sportives, et améliorer la communication autour des meilleurs athlètes, parce qu'il faut mettre l'athlète également au centre du projet, imposer aux équipes sportives d'avoir des community managers et harmoniser la communication
entre les clubs et la fédération. Oui. Et puis pour finir, je pense qu'il y a un élément qui est très négligé au niveau de la Ligue, mais qui contribue à améliorer l'image de la Ligue, c'est-à-dire instaurer les awards du football local en fin de saison pour qu'on puisse véritablement récompenser les meilleurs joueurs et identifier les joueurs qui se seraient fait remarquer tout au long de la saison. Merci Jean-Philippe. Nous avons un appelant. Il s'agit de M. Konaté Mohamed. Il nous appelle de Yopougon. M. Konaté, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, je salue tout le monde. Bonsoir M. Konaté. M. Konaté, on vous écoute. Football ivoirien manque d'affluence dans les stades. Quelle stratégie? Marie, tous les jours, mon père débat d'état où je travaille là. Il faut dire que le football ivoirien, franchement, quand on regarde l'état du football, ça fait très mal. Allô? Oui, on vous écoute. Excusez pour la voix, parce que j'ai un peu de chat dans la gorge là. Bon, toussez un bon coup alors, pour que ce chat disparaisse. Non, je disais qu'on fait le débat chaque jour, même à la télé où je travaille là. Le football ivoirien, le niveau est très bas. Moi, je pense que d'abord, on paye mal les joueurs. Maintenant, un joueur comme ça, là, si quelqu'un vient nous proposer un contrat un peu plus bon dans la sous-région, il va partir. Le niveau du championnat, c'est pas bon. Moi, je pense qu'on doit miser dans la campagne de, comment on appelle, publicité encore. Nous, on n'a pas vécu le temps des ASEC africains. Maintenant, grand frère, quand il nous explique ça, franchement, depuis on regarde le niveau du championnat ivoirien aujourd'hui, ça fait mal. Parce que quand il regarde, imagine, en Espagne, on ne peut pas imaginer que Barça va descendre en deuxième division. Mais imagine Africa en Côte d'Ivoire ici, en deuxième division. Ça fait que l'engouement est devenu faible. Parce que moi, je vois que c'est l'ASEC et l'Africa qui ont pris les supporters en Côte d'Ivoire ici. Là, si l'un de ces clubs-là se trouve en deuxième division, bon, les autres clubs, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais l'influence de leurs supporters n'est pas trop. Moi, je pense que le président du club doit essayer de faire plus de campagnes encore, sensibiliser les gens, plus encore, et puis essayer de bien payer les joueurs. Parce que si tout est problème d'argent aujourd'hui, tout est problème d'argent. Moi, je pense que les présidents, ils pensent qu'il y a un intérêt seulement. C'est pas bon. Ok. Donc, quand il essaie de bien payer les joueurs, quand il va avoir le spectacle au stade là, les gens vont avoir le courage pour aller regarder le match. Mais s'il n'y a pas de spectacle, même si c'est gratuit, les gens ne vont pas avoir le courage pour aller. Parce que les joueurs sont mal payés, leurs conditions de vie, c'est pas ça. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, c'est très, 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 très difficile. Je vais laisser la ligne aux autres. Ça fait exactement. Très mal, on va faire comment? Merci bien, M. Konaté. Merci beaucoup, M. Konaté Mohamed, pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Yopougon. Football ivoirien, manque d'affluence dans les stades. Quelle stratégie? Sur la page Facebook de la 3 aussi, nous avons Yves Wilfried Kwame Conan qui dit pour qu'il y ait plus de monde dans les stades, que les différents clubs reviennent s'installer dans leur ville d'origine. Qu'on s'appuie sur nos championnats pour sélectionner les joueurs qui doivent rejoindre la sélection et que les clubs soient bien structurés. D'accord, très bien. Henri Joël, on écoute vos différentes stratégies. Alors peut-être je n'ai pas beaucoup comme Jean-Philippe, mais je vais essayer de développer un peu. Moi, je pense que tout est question de communication, tout est question de, beaucoup l'ont dit, de publicité, de faire connaître nos différentes... nos différents matchs aux spectateurs. Vous savez, beaucoup parlent de la SEC et de l'Africa dans le passé. Mais dans le passé aussi, il y avait une forte mobilisation, surtout au niveau du Sénaco, par un monsieur, père à son âme, Maître Koné Mamadou, que nous, très jeunes, on voyait chaque week-end à la télé mobiliser, faisait des passages, il y avait des capsules où il mobilisait, où il appelait les gens à aller dans les stades pour suivre l'équipe de la SEC Mimouza. Du côté de l'Africa, ça se faisait. Prenons, il y a quelqu'un qui vient de donner un message qui demande à ce que les clubs retournent dans leurs différentes villes. Mais depuis la CAN, les clubs sont retournés dans leurs villes. Quand vous prenez une équipe comme San Pedro, le FC San Pedro, qui joue depuis un bon moment du côté de San Pedro, mais le club joue devant des gradins vides, presque vides, puisque bon, c'est tout au plus 1000 personnes qui viennent dans un stade de 20 000 places. C'est quand même insignifiant. Mais vous arrivez à San Pedro,
vendredi, vous posez la question aux populations de savoir s'ils se rendront le dimanche au stade pour suivre l'équipe du FC San Pedro. Ils vous disent carrément qu'ils ne sont pas informés qu'il y a un match de San Pedro du côté du stade Laurent Pokou. Donc il y a ce problème-là. Ouais. Mais allons du côté de Yamoussoukro. À Yamoussoukro, aujourd'hui, le club de Yamoussoukro Football Club a mis quelque chose en place, une sorte de mobilisation où un club de Ligue 2 arrive à remplir le stade Charles Konan Banny. Donc comment ils font? Mais parce qu'ils communiquent, ils ont créé des communautés, ils ont créé des plateformes où ils transmettent les messages en ce qui concerne l'équipe. Et même quand l'équipe se déplace, parce que là, l'équipe souvent part à Dembokro pour jouer, mais les supporters vont avec l'équipe de Yamoussoukro pour aller soutenir l'équipe. Mais comment ça se fait? Parce qu'ils sont organisés. Je me rappelle que quand le club de Seul FC a fait sa montée du côté de la Ligue 1, il y avait des convois qui se suivaient depuis Abobo pour venir dans toutes les enceintes où cette équipe jouait. Mais parce qu'il y avait de la communication derrière. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la SEC, et même il y a eu ce débat-là, il y a eu, je dirais, ces altercations entre le président délégué Francis et les supporters qui se plaignaient du fait que les supporters ne viennent pas. Mais est-ce que le Sénaco fait son travail? Est-ce que le Sénaco mobilise comme avant? Voilà l'interrogation, voilà la grosse question. Est-ce qu'aujourd'hui, les clubs communiquent pour faire venir leurs supporters au stade? Moi, je pense que les Ivoiriens aiment le sport. Tous les sports confondus, même le football, les Ivoiriens l'aiment. Moi, je ne parle même pas de qualité. Il y a de la qualité dans notre championnat. Mais si vous ne venez pas, comment vous saurez s'il y a de la qualité ou pas? Donc, c'est au club de communiquer. En même temps, aussi, il faut avoir un regard du côté de la Ligue professionnelle. La Ligue professionnelle organise un championnat ou des championnats. Mais si, à leur niveau, ils ne vont pas connaître ces championnats-là, à ceux qui sont censés venir les suivre, comment vous voulez qu'ils se déplacent? Donc, moi, je pense qu'au-delà de toutes les stratégies qu'on peut mettre en place, si vous ne communiquez pas, ça sera zéro. Il faut communiquer. Il faut permettre aux gens d'entendre, de savoir, de connaître les horaires, les lieux des matchs. Ils viendront poursuivre. Très bien. Moi, je pense que c'est juste la communication. Très bien. Nous avons un appelant Mathéo, monsieur Mathéo Anatole. Il nous appelle de Zoukougbe. Bonsoir, monsieur Mathéo Anatole. Monsieur Mathéo? Bon, je crois que nous l'avons perdu. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Et la question LGT, football ivoirien, manque d'affluence dans les stades. Quelle stratégie? Jean-Philippe, je sais que vous voulez ajouter quelque chose, mais on n'a pas encore entendu, coach. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Coach Agena, allez-y. Écoutez, moi, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Nous qui avons vécu les années 80, 90 jusqu'à 2000, nous avons été témoins du championnat ivoirien. Et aujourd'hui, nous sommes encore témoins de ce championnat qui est en train d'avoir lieu. Et nous voyons que la différence est totalement nette au niveau de l'affluence et même de la qualité du championnat. Alors, la première des choses que moi je souhaiterais vivement pour ce qu'on aurait déjà vécu, au nom de ce qu'on aurait déjà vécu, c'est déjà de faire de sorte à ce qu'il puisse avoir de la rivalité. Et la rivalité qu'on a tant connue, ce fut cette rivalité ASEC-Africa. Il faut vraiment cette rivalité. Vous savez, avant, les clubs se reconnaissaient seulement soit en l'Africa ou à la SEC. Ou à la SEC. Une seconde, coach Agena, s'il vous plaît. L'appelant est de retour. Monsieur Montéo Anatole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà. Et on vous écoute. Bon, à toi, le football ivoirien va piquer. Il fait d'autant plus qu'il que lorsqu'un jeu sort, il est bien, il va le. Est-ce là-bas, on le voit? On ne le voit pas jouer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Le football ivoirien doit être professionnel. On va aller au terrain pour voir qui? Pour voir quoi? Les matchs étrangers, là, mobilisent tout le monde. Regarde, les matchs européens, le sélectionneur même n'a pris un local pour mettre le corps, pour mettre l'équipe. Au moins, s'il prend un joueur, un local pour le mettre dans l'équipe, comment on peut le voir? Mais tout le monde va en Europe. Et le football ivoirien est vide.
Ça fait vraiment pitié, ça me fait très pitié. Donc moi, mon souhait, c'est que, en tout cas, les gens considèrent au moins les locaux de l'équipe nationale. Les gens qui jouent bien l'équipe nationale, les locaux qui jouent bien, et on préfère les voir en Europe d'abord. C'est pas normal. D'accord. Après, les gens vont pas au terrain. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est ma contribution. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Coach Ajana, je vous laisse. Oui, donc on se reconnaissait, soit en la SEC ou en l'Africa. Quand on vous disait, par exemple, l'Africa, on parlait en même temps d'Issia, on parlait en même temps de Gagnoa. On savait que le partenariat entre l'Africa et ces différentes équipes et ces différentes villes était un partenariat qui était tel qu'il ne fallait pas que l'ASEC puisse gagner. Donc quand on vous dit ASEC, on dira peut-être Bouna, on dira Odiéné, on dira Bangourou. Et le championnat se résumait en ces deux grandes équipes. Et ce n'était pas une mauvaise chose, parce que quand vous allez en France, pour aller sur d'autres cieux, on vous parlera de Marseille et du Paris Saint-Germain. Quand vous allez en Espagne, on vous parlera du Barça et bien sûr du Real de Madrid. Partout où vous allez, même si vous allez au Portugal, on vous dira qu'il y a le FC Porto et puis il y a le Sporting de Lisbonne, des choses comme ça. Et donc partout dans tous les clubs, on a tout le temps 2, 3, 4 équipes qui sont des équipes rivales et qui conduisent les autres. Nous avons témoigné du stade Félix Houphouët-Boigny quand les journalistes nous disaient on a 45 000 places. Et ces 45 000 places sont non seulement occupées, mais derrière, c'est-à-dire en dehors du stade, on avait encore 45 000 personnes qui attendaient et qui espéraient rentrer dans le terrain. Comment se fait que tout ça puisse disparaître tout d'un coup? Mon deuxième point, ça sera sur la qualité des joueurs. Avant, nous, on parlait en termes de stars. On avait des stars. Louis Biagné-Ruffin était une star. Abdoulaye Traoré était une star. Sékou Bamba de Karamoko était une star. Fallé Vilasco était une star. Et on va en citer en quantité. Mais aujourd'hui, où sont les stars? Qui est la star de 2024, 2025, 2025, 2026? Et allons-y 15 ans en arrière. Qui fut une star depuis ces 15 dernières années? Il n'y en a pas. Mais pourquoi? Mais ce sont les stars qui font que les gens vont au terrain. Tout le monde rêve, et je vais venir dans une époque un peu plus récente, tout le monde rêve de voir Zézéto. Tout le monde rêve de voir, aidez-moi à les citer, Aruna Dendane. Tout le monde rêve de les voir. Mais ces joueurs-là, qu'on a considérés comme des stars, ils ne sont pas devenus stars parce qu'ils ont joué une année. Pour pouvoir être star, il faut être bon, très bon d'ailleurs. Et au-delà de ça, il faut avoir joué un certain temps. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et vous vous imposez de par votre qualité, mais aussi par le fait que vous jouez de façon, je vais dire, exceptionnelle, et ce, pendant un certain nombre d'années. C'est ce qui fait de vous une star. Mais aujourd'hui, où sont les stars? Il n'y a pas de star parce que le joueur moyen, ce n'est même pas de grand joueur, le joueur moyen qui sort un tout petit peu la tête de l'eau, tape, il va sur l'Europe. Et au fur et à mesure, pendant combien d'années? Aujourd'hui, on n'a que des joueurs moyens, plus ou moins moyens dans le championnat, et ça donne ce que ça donne. En termes de communication, les journalistes font leur travail. Mais moi, je me souviens encore... Très bien, une seconde, laissez-moi faire mon travail. Une seconde, s'il vous plaît, vous allez poursuivre. Nous avons un appelant, M. Kouadio. Il nous appelle de Cocody. Bonsoir, M. Kouadio. Oui, bonsoir à la grande team. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Et on vous écoute, M. Kouadio. Quelle stratégie pour faire revenir le public, justement, dans les gradins? Bonsoir Marie-Christine et bonsoir la grande team. Oui. Bonsoir. Et on vous écoute. Alors, pour faire revenir, moi j'accuse aussi la presse que vous êtes. Vous nous accusez? Oui, en partie. Ah, vous allez prendre un carton, hein? Non, je ne vais pas prendre un carton, je vais vous expliquer d'abord avant de prendre le carton. Allez-y. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on a même des clubs de Côte d'Ivoire qui sont engagés en compétition africaine. Quand ils vont jouer, on n'entend rien au niveau de la radio ni de la télé pour voir les matchs. Alors que des fois, vous utilisez les matchs d'Europe.
Ça, c'est de 1. Et de 2, à l'époque, par exemple, on avait des journaux, je prends, souvent je peux citer, Ivoire Dimanche, qui n'existe plus, donc je peux en parler. Quand il y a un grand match où il y a des chocs, qui nous mettaient à la une, et les journalistes parlaient de ça presque toute la semaine. Ce qui mobilisait déjà les gens. Et aujourd'hui, il y a un grand match, il y a des chocs, il y a des derbies, on n'entend même pas parler, pour mobiliser un peu les gens. Ah non, on en parle dans la grande team, hein, M. Kouadio. Oui, vous en parlez, mais je vais vous dire aujourd'hui, à l'époque, on pouvait les avoir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé. Aujourd'hui, on fait la part belle à nos internationaux. Ce qui fait qu'on ne fait rien pour encourager les locaux. Et en plus, les clubs aussi ne font rien pour maintenir. Il faudrait qu'au niveau de la fédération, qu'on fasse un effort pour maintenir au moins nos meilleurs joueurs, ne serait-ce que 2 ou 3 ans dans leur club avant qu'ils ne puissent s'engager pour un autre club. Aujourd'hui, dès que quelqu'un commence, on prend le cas, je vous suis souvent, il y a des fois vous citez les grandes équipes. On a le cas de Sampdoria récemment. Souvent, c'est la SEC. À chaque saison, c'est un retenir et commencement. On a près de 8 titulaires qui partent. Il faut répondre chaque fois. On va avoir quel résultat? On ne peut pas avoir de résultats avec ça. Et quand on a un joueur qui émerge, et vous, c'est vous qui parlez de ces joueurs, et ça fait qu'on a envie de suivre ces joueurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas un joueur qui se démarque, avec qui on peut parler quand on arrive à la télé ou dans les journaux pour dire voilà, dans le championnat ivoirien, voici tel joueur qui fait ci. On passe tout le temps à parler de nos internationaux. Alors tout le monde va sur les internationaux. Quand on a des matchs, personne ne regarde. On va sur Canal pour voir les autres équipes. D'accord, M. Kouadio. Allez, merci beaucoup. Et carton jaune, voilà, vous l'avez mérité. Suivez la grande team tous les soirs. On parle, on fait même le point de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Merci pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup, M. Kouadio. Coach Agenor, je vous laisse poursuivre, mais surtout, je vous laisse terminer. D'accord, mais je veux dire que c'est un sujet qui est très vaste. On pourrait dire pas mal de choses en un point fini. Et donc, je vais juste m'arrêter là pour dire que je pense aussi que notre jeunesse actuelle a été un peu plus politisée. Elle a été un peu plus politisée. Aujourd'hui, quand on nous donne des informations, c'est à 80-90% la politique. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qu'on constate. Au niveau du sport, il n'y a vraiment pas cet engouement-là. Si vous vous rappelez, il y avait toujours, chaque matin, à 6h, 7h, un groupe de personnes qui regardaient tout le temps les journaux pour savoir les nouvelles du sport. Et on a appelé ceux-là les titrologues. Eh bien, c'était à notre temps, ça. Et donc, aujourd'hui, si on ne voit pas tout ça, je pense qu'il y a une autre mentalité qui est en train de s'imposer. Et cette mentalité-là, elle a été biaisée, à mon avis, parce qu'elle est allée beaucoup plus vers la politique. Et malheureusement, c'est cette jeunesse-là qui est là et elle s'occupe de moins en moins du sport. Et même quand elle doit s'occuper du sport, alors elle va s'occuper du Real de Madrid et elle va s'occuper du Barça. Tout est dit. Merci beaucoup. Sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Dening Guesson qui nous dit il faut faire la publicité, donner l'envie à un supporter de venir au stade. Et aussi, le joueur doit être bien payé, bien logé. Chaque week-end, son rendement va pousser le supporter à venir au stade. C'est donc les propos de M. Dening Guesson. Je vous ai déjà dit, laissez-moi terminer. Je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Non, je ne pas la parole. Allez-y. Voilà, donc je terminé avec ces dits. Vous me perturbez en insistant. Vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas. Voilà, on vous laisse parler, vous tous sur ce plateau. Chacun a son temps de parole. Oui. Non, je ne demandais pas plutôt la parole. Donc je vous la retire. Oui, Jean-Philippe. Merci Marie-Christine. Non, en fait, moi, c'était suite à l'intervention d'Henri Juel tout à l'heure. Je pense qu'il a donné un point très important dans le développement ou l'affiliation communautaire des clubs par rapport aux régions, en prenant le cas de Yamoussoukro et celui de FC San Pedro. Vous voyez, ce sont deux cas d'école. Yamoussoukro, rapidement, les dirigeants ont compris que pour pouvoir avoir un ancrage dans une ville, il faudrait résider dans la ville. Et quand vous arrivez à Yamoussoukro, l'une des premières infrastructures de taille que vous remarquez avant même de rentrer dans la ville, c'est le centre d'entraînement du FC comment on appelle, de Yamoussoukro Football Club. À droite. À droite. Déjà, ça marque les esprits. Moi, je me rappelle qu'à l'ouverture du stade Charles Konan Baye de Yamoussoukro, au niveau des panneaux d'affichage qui annonçaient la bienvenue à tous ceux qui rentraient de la ville de Yamoussoukro, c'est Yamoussoukro Football Club qui avait fait de grandes affiches pour marquer déjà sa présence dans la ville. Il disait bienvenue pour l'ouverture du stade Charles Konan Bani qui, normalement, accueillait une rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez ce genre d'action publicitaire-là,
ça marque les esprits. Et petit à petit, dans une ville comme Yamoussoukro, qui, moi, à mon sens, j'appelle ça Petit Monaco, parce que c'est une ville où les gens ne sont pas très, très friands d'aller au stade, eux, ils ont réussi à mettre des communautés en marche et à remplir le stade de 20 000 places. Mais par contre, le FC San Pedro, on l'a toujours dit ici, leur modèle de fonctionnement ne va jamais leur permettre d'avoir un ancrage à San Pedro. Vous ne pouvez pas avoir un centre d'entraînement à Brofo-Doumé, à côté d'Adzopé, et puis à l'épée, merci, et dire que vous venez de San Pedro, c'est quand vous devez jouer, vous partez 2 jours avant, vous jouez, puis vous revenez, vous voulez que les supporters s'identifient à vous. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc moi, pour moi, je le dis, il faudrait que quand on demande à ces clubs de retourner dans ces régions, il faudrait que ce soit vraiment effectif. Il faudrait que les communautés puissent voir leurs joueurs dans la rue, dans les restaurants et autres. C'est comme ça que ces contacts, ces affinités-là se créent et les gens viennent soutenir les athlètes. Et pour terminer rapidement, le second aspect, c'est l'aspect du joueur au centre du projet. On le dit ici, et le coach Angeno l'a dit, il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de star, on ne peut même pas s'identifier à un joueur. Aujourd'hui, si on demande à une personne lambda qui est le meilleur joueur de la SEC Mozo aujourd'hui, il ne saurait vous dire le nom. On ne peut même pas demander à quelqu'un de lambda de citer les 11 entrants de l'équipe de la SEC. Mais demandez aux jeunes qui sont là de citer les 11 entrants du Real, du PSG. Ils le feront facilement. Donc je me dis qu'il faudrait que la fédération aussi prenne, comment on appelle cet aspect-là, en charge. On a parlé de la rémunération des joueurs. Si on prend les vedettes, une vedette par club, on sait que vous êtes le meilleur joueur, vous attirez du public avec les awards ou même avec une prime fédérale, ça peut inciter les joueurs à rester un peu plus longtemps dans le championnat. C'est bien noté. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez dit. Vous avez sorti la bonne phrase et j'apprécie. Football ivoirien manque d'affluence dans les stades. Quelle stratégie? L'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT, c'est maintenant, on l'écoute. Pour moi, la stratégie qu'il faut adopter, d'abord, il faut beaucoup s'investir dans la publicité des différents clubs et montrer l'importance d'abord de nos championnats afin que la population ivoirienne puisse s'intéresser plus. Et la deuxième des choses que moi je vois, c'est de beaucoup s'investir dans des joueurs parce que nous n'avons pas des joueurs assez professionnels qui inspirent et qui peuvent donner la motivation à une personne de dire bon, je vais aller au stade à cause des Is, mais à cause des styles joueurs. Donc pour cela, moi je pense qu'aujourd'hui, la fédération doit beaucoup s'investir dans des joueurs qu'il faut pour notre compétition. Et en plus de ça, il faudra aussi que la fédération s'investisse aussi beaucoup aussi dans la pub, afin de montrer l'importance de nos championnats et de savoir que ce n'est pas seulement que les champions européens qui peuvent inciter un Ivoirien à pouvoir se concentrer sur la télévision pour la regarder. Il faut faire les recrutements parce que je me rappelle dans les années 90, il y avait les recrutements qui étaient faits un peu partout. Nous avons eu ici les joueurs, comme on appelle Rachid Ini. Voilà, on a eu des gens qui sont quittés au Nigeria, qui sont venus ici en Côte d'Ivoire et jouer ballon. Et puis, je me rappelle quand il y a des matchs contre ASEC Africa, il y a des échanges au fait. Une mise en place de tickets, peut-être tickets SEC amis en quelque sorte, ils vont se sentir un peu plus impliqués. Peut-être quand tu prends le ticket, tu as droit à peut-être un ami invité, un truc comme ça. Je pense que, ou bien tu prends un ticket pour 5 places collées entre amis, ça je pense qu'ils seront un peu plus impliqués. Il faut déjà qu'on ait des joueurs européens qui viennent dans notre championnat. C'est-à-dire, avec ça, je pense que ça va attirer beaucoup l'attention des jeunes fans de foot, vu que c'est principalement la jeunesse qui regarde le football. On ne va pas se mentir. Et s'il y a peut-être une star européenne qui joue dans un grand club, bon, pas forcément dans un club reconnu, peut-être en Ligue 1, en Première Ligue, qui vient peut-être jouer à l'ASEC ici, je pense que ça va faire de l'influence. Il y a aussi peut-être la communication. Si la fédération peut essayer de régler ça, faire beaucoup la communication sur nos championnats africains ou bien sur nos championnats ivoiriens pour emmener l'affluence dans nos stades. Merci donc au public sportif. Terminons cette émission, puisque nous sommes dans les arrêts de jeu de la grande team, avec le plus calé. C'est maintenant, on y va. Alors, le plus calé de ce soir, spécial football africain. On y va donc avec la première question, messieurs, à vos ardoises. Jean-Philippe, ça va? Ah, bon. D'accord.
Dans quel club évolue Ademola Lookman? Dans quel club évolue Ademola Lookman? La question A, Atlético Madrid. La réponse B, Inter Milan. Et la réponse C, Atalanta Bergame. A, B ou C? On lève les ardoises, s'il vous plaît, messieurs. La réponse A pour tout le monde sur le plateau. Atlético Madrid, le joueur africain de l'année 2024, a signé à l'Atlético Madrid le 2 février 2026 en provenance de l'Atalanta Bergame. Ça commence bien pour José Diati, on espère qu'il va bien terminer, parce qu'il a tellement peur de ce jeu. Deuxième question. Quel club entraîne le technicien congolais Florent Ibenge? A. Al Hilal. B. Saint-Éloi Lupopo. C. Azam FC. A, B ou C, quel club entraîne le technicien congolais Florent Ibenge? On lève les ardoises maintenant, s'il vous plaît, messieurs. La réponse B pour Coach Genor, la réponse A pour José Diati, la réponse C pour Jean-Philippe et Henri Joël. La bonne réponse est la réponse C, Azam FC. Il est parti de Al Hilal. C'est bien ce que je disais, José Diati, quand il commence bien, après... Azam FC, Florent Ibenge a pris la tête du club tanzanien d'Azam FC en juillet 2025 en provenance de Al Hilal. Troisième question. Qui est le sélectionneur des Black Stars du Ghana? A. Otto Addo. B. James Kwesi Appiah. C. Charles Akonor. A, B ou C? On lève les ardoises, s'il vous plaît, messieurs. La réponse A pour Joël, la réponse B pour Jean-Philippe, la réponse B aussi pour Coach Genor, tout comme pour José Diati. José Diati, vraiment. Je ne suis pas à vous. Hein. Vous êtes grave. La bonne réponse est la réponse A, Otto Addo. Otto Addo, après avoir conduit les Black Stars lors de la Coupe du Monde 2022, a cédé la place avant de revenir en avril 2024 et qualifier la sélection pour le Mondial 2026. Quatrième et avant-dernière question. Je dis, on se concentre, on peut encore sauver les meubles. A. Dans quel club vient de signer Patrice Baumel? José Diati. A. Espérance de Tunis. B. Étoile du Sahel. C. CR Belouizdad. CR Belouizdad. On lève les ardoises. La réponse A pour Jean-Philippe, C pour Henri Joël, A pour José Diati et A pour Coach Genor. La bonne réponse est la réponse A, effectivement, Espérance de Tunis. L'ex-sélectionneur des éléphants a résilié son contrat avec l'Angola pour s'engager avec l'Espérance de Tunis. Il a signé son contrat avec les 100 et or le lundi 16 février 2026. Dernière question. Qui est le nouvel entraîneur de l'USM Alger? A. Sami Trabelsi. B. Lamine Ndiaye. C. Hubert Veloud. A, B ou C, qui est le nouvel entraîneur de l'USM Alger? On lève les ardoises, messieurs. La réponse C, pour tout le monde, à l'exception d'Henri Joël, qui donne la réponse B. La bonne réponse est donc la réponse B, Lamine Ndiaye. Le technicien sénégalais, ex-entraîneur du TP Mazembe, a signé un contrat de 6 mois avec le club algérien. Qui est donc le plus calé ce soir et qui est le moins calé ce soir? Le moins calé est Jean-Philippe. Impossible. Impossible. C'est la vague. Non, il a fait 2. J'ai 3 bonnes réponses. Ça lui joue à 4. Genor et qui compte 2 bonnes réponses. Mais vous avez 2 points. J'ai 3 points. Celui qui note là-bas, là, il faut qu'il fasse plus attention. Vous avez dit qu'il montait un carton jaune. Oui, mais il faut que je le dise. Pour Jean-Philippe. Voilà, José Diati, vous et Coach Genor, vous faites partie des moins calés avec Jean-Philippe. Voilà. J'ai 3 points, je ne suis pas le moins calé. Bon, Henri Joël est le plus calé ce soir. C'est mieux. Et vous avez égalité de points? Non. Il a 4, j'ai 3, ils ont 2 de chaque. Voilà, très bien, merci beaucoup. Donc la musique pour le plus calé et pour les moins calés aussi. Le plus calé est qui? Mais quel perdant, quel mauvais perdant, j'ai vu. Il a 3 points. Il a 2 points. Bon, effectivement, Henri Joël a 4 points, JP a 3 points
Et José Diati et Coach Agenor sont les deux moins calés, effectivement. Ils ont 2 points chacun. Il a posé une réclamation qui a abouti. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Voilà, amoureux du sport, on se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.